Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Connaissez-vous la différence entre Internet et le web? Internet a précédé le web. Internet, il faut vraiment voir ça comme un réseau de tuyaux qui a été mis en ligne en 1969, qui reliait à l'origine 4 universités sur la côte ouest aux États-Unis. Et le web est venu 20 ans plus tard, en 1989. Et le web, dans le fond, c'est vraiment un programme qui s'est accroché sur l'architecture d'Internet et qui a permis à tous ces ordinateurs-là de pouvoir se parler entre eux. Le web est donc une application d'Internet, tout comme le sont les mails ou le peer-to-peer. Et il inclut beaucoup d'éléments, mais sa spécificité principale est d'avoir des hyperliens cliquables nous permettant de naviguer indéfiniment sur la toile pour apprendre des tas de choses passionnantes. Et celui qui nous raconte tout ça, c'est Mathieu Dugal. Il a beaucoup de casquettes, mais moi je le connais surtout parce qu'on travaille ensemble à la radio. Il anime une émission 4 jours par semaine qui s'appelle Moteur de recherche, que je vous conseille évidemment, et à laquelle je participe une fois par semaine. J'ai voulu faire cette vidéo parce que un jour où j'étais présente pour l'enregistrement, je l'ai entendu raconter l'histoire du web, comment et dans quelles circonstances il a été créé. Comme j'ai beaucoup aimé cette histoire, je lui ai demandé de vous la raconter, et puis la conversation a fini par dériver, vous allez voir, mais on commence d'abord par cette histoire du web qui a été inventée par le Britannique Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee est au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, à Genève, mais qui est à la frontière sur la France et la Suisse. Le problème auquel le physicien faisait face était un problème d'efficacité. Même si les ordinateurs étaient reliés entre eux via Internet, le transfert de fichiers, la communication n'était pas pratique, simplement parce que pour accéder à un fichier ou à une information, fallait arriver à la trouver. Maintenant, ça nous semble simple, il suffit de se balader de lien en lien et on finit par trouver l'information que l'on cherche, aussi l'information qu'on ne cherche pas. Mais avant que ces liens n'existent, c'était une tâche très fastidieuse. Et là, c'est là qu'il demande à son patron de le dégager pendant quelques mois pour pouvoir créer un petit programme qui va permettre de connecter les ordinateurs. C'est une petite équipe. Hein. C'est l'équivalent aujourd'hui, je l'ai calculé, là, c'est à peu près l'équivalent de 125 000 $. 125 000 $ pour créer Internet avec une petite équipe et en à peine quelques mois. C'est très drôle parce que son patron, quand il a vu son premier draft, il a écrit un commentaire qui est passé à l'histoire. Il a dit « vague but exciting ». Mais savez-vous où a été créé Internet? C'est au CERN, c'est sûr, mais à quel endroit précisément? Il y a un architecte qui, lui, cette question-là, ça le taraudait parce qu'il se disait « mais comment ça se fait? » Je veux dire, n'importe quel lieu fondamental, comme par exemple la plage où les frères Wright ont fait voler pour la première fois leur flyer, Kitty Hawk, on la connaît, puis c'est un lieu sacré, si on veut, de l'aviation. Il n'y a pas l'équivalent pour le web. Tim Berners-Lee a expliqué un peu, moi, ma première idée, je l'ai eue dans ce local-là. Après ça, on a fait les premières ébauches dans ce local-là. Et en fait, techniquement parlant, là, si on peut parler du lieu où le web a été pensé et où les premières ébauches ont été créées, c'est en France. Mais il y a son collègue, le Belge Robert Caillot, qui lui a un bureau qui est du côté suisse. Et donc, il raconte qu'il a beaucoup marché entre son bureau dans un des locaux du côté français vers le local de Robert Caillot. Et en fait, c'est vraiment franco-suisse. Mais si on s'en tient à l'endroit où ça a été pensé, où les ébauches ont été faites, c'est vraiment du côté français, donc, cocorico. À cette époque, dans les années 80, il y a une émulation autour de ce réseau. Tim Berners-Lee n'est pas le seul à vouloir améliorer Internet et c'est dans ce contexte très favorable que le web est créé. Il y a cette volonté-là de créer, d'améliorer en fait Internet qui est là un peu partout parce que les réseaux sociaux commencent à exister, les ordinateurs sont branchés, on commence à s'envoyer même les premiers emojis. Les emojis datent d'Internet, datent pas du web. Mais lui, vraiment, ce qui est son génie, c'est de trouver un ensemble de protocoles qui sont très faciles d'utilisation, qui sont pas lourds, c'est très léger, son programme. Faut le dire aussi, les ordinateurs sont pas très puissants. Non seulement son invention fonctionne, mais il fait un choix très fort qui est de garder son invention publique. Parce qu'il aurait pu privatiser aussi son invention, il l'a pas fait. Et parce que lui, à la base, son raisonnement, c'est que si je privatise, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va créer un autre réseau à côté avec lequel il va vouloir justement faire de l'argent et on va se retrouver avec un ensemble de réseaux fermés qui ne communiqueront pas entre eux. Et ça lui tenait vraiment à cœur lorsqu'il a créé son invention, qu'elle soit dans le domaine public.
C'était ça l'histoire que j'avais entendue de la part de Mathieu à la radio. Mais on peut pas ignorer la suite. On peut pas parler de cette merveilleuse invention qu'est le web sans en souligner malheureusement ses pires traits. 30 ans et plus après cette invention-là, on se retrouve dans un web qui est en train de se refermer sur lui-même. On a maintenant des kill switch, comme on appelle, un peu partout dans le monde, des pays littéralement qui décident qu'ils vont fermer l'Internet. C'est arrivé récemment au Cameroun, notamment. On sait que la Chine, il y a un mur numérique. On est en train de se retrouver un peu dans le cauchemar de Berners-Lee, un web commercial, un web balkanisé, un web où la fausse nouvelle se diffuse plus vite que les vraies nouvelles, un web où on espionne, un web où on rend les gens addicts. Un journaliste techno faisait un lien entre le rail et Internet. Le rail, c'est une super invention, mais ça a aussi permis d'amener des gens à Auschwitz. Alors certes, on vient d'atteindre le point Godwin, qui est somme toute assez logique dans une discussion sur le web, mais il n'en reste pas moins que, comme le dit Mathieu, il ne faut pas être dupe de ces réseaux de communication-là. C'est des réseaux qui sont extrêmement performants et qui peuvent servir l'humanité. Mais actuellement, on assiste vraiment à une prise de contrôle de ces réseaux-là par des intérêts commerciaux. Facebook s'est fait accuser par l'ONU d'avoir été complice du nettoyage ethnique au Myanmar, des Rohingyas. C'est aussi ça, le web, aujourd'hui. La solution, en grande partie, va passer par la réglementation. Moi, je donne toujours l'exemple de l'aviation, qui est un domaine de la technologie qui est ultra réglementé, là. Je veux dire, tu peux pas changer un boulon sur un avion si tu n'as pas 8 échelons d'approbation, et c'est super, parce qu'en 2017, sur 4 milliards de passagers, on a eu 0 mort. 0 mort. On est en train de se rendre compte que les 350 morts du 737 MAX 8, c'est un problème de réglementation. C'est pas un problème techno. C'est parce qu'on a donné à Boeing l'autorisation de s'auto-certifier sur les changements qu'il faisait sur son avion, puis on se retrouve avec 350 morts. La réglementation est essentielle si on veut avoir un développement technologique harmonieux. Et l'idée, c'est pas d'être technophobe. L'idée, c'est juste de dire que pour qu'une technologie se développe de manière harmonieuse, on ne peut faire autrement que passer par la réglementation. Et si on veut avoir un avenir du web digne de ce nom, cet avenir-là va passer par une réglementation stricte. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de gens dans la Silicon Valley maintenant qui disent ça. Des gens qui viennent de chez Google, des gens qui viennent de chez Facebook. Il y en a à la pochetée. Et ces gens-là disent, il va falloir réglementer. La question la plus importante peut-être maintenant, c'est GIF ou GIF? GIF. Non. GIF. On s'entendra pas là-dessus. Mathieu est le co-auteur avec Fabien Lozac d'un livre intitulé Wiki, GIF et LSD, qui vient d'être publié au Québec et que vous pouvez vous procurer en version numérique si vous êtes ailleurs dans le monde. Je ne suis absolument pas payée pour parler du livre, je vous en parle parce que j'ai envie, c'est d'ailleurs moi qui l'ai proposé à Mathieu, mais aussi parce que je pense que vous êtes potentiellement le genre de public que ça intéresse. On parlait de la nécessité de réglementer Internet. La réglementation, ça passe d'abord par la capacité à comprendre les technologies et leurs histoires, ce qui est le thème de leur livre. Que ce soit par le biais du livre de Mathieu et Fabien ou par n'importe quel autre média, je pense que toute littératie technologique est la bienvenue pour que chacun d'entre nous participe à un meilleur avenir pour le web. Cela dit, autant je ne suis pas payé pour parler du livre, mais je suis payé pour le segment qui suit et uniquement pour le segment qui suit. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Douce ironie du sort quand même d'avoir une vidéo sponsorisée quand on parlait du web qui devenait une machine à pub. Mais j'ose croire qu'il y a plusieurs façons de faire de la pub et j'espère que la mienne, que j'essaie de rendre la plus transparente possible, vous convient. J'avais déjà travaillé avec eux il y a quelques mois et comme ça s'était bien passé, on renouvelle l'exercice. Personnellement, j'utilisais NordVPN avant même qu'ils ne me contactent, je vous jure que c'est vrai, et ce pour 2 raisons. La première, c'est la sécurité informatique, ça rajoute une petite couche de protection qui personnellement me rassure, surtout quand je suis en déplacement sur des Wi-Fi publics. Deuxièmement, et c'est probablement votre intérêt principal, pour regarder du contenu géolocalisé qui ne serait donc pas accessible dans le pays où vous vous trouvez. Moi, je suis franco-canadienne et donc je suis sans arrêt en train d'osciller entre du contenu canadien et du contenu français et c'est le genre de choses qu'un VPN permet de faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner en allant sur nordvpn.com/syllabus. Ça vous donnera accès à 81% de réduction si vous prenez un abonnement de 3 ans, ce qui est une réduction supérieure à la dernière fois parce que c'est leur offre spéciale des fêtes.
Et si en plus vous tapez le code syllabus au moment où vous vous abonnez, vous aurez accès à 4 mois supplémentaires gratuits, donc au service de 3 ans, donc 4 mois de plus, et l'accès à une app qui s'appelle NordPass Password Manager. C'est un produit tout neuf, je le connais pas, je l'ai pas encore essayé, mais je vais le tester dans les prochains mois. Mais bref. Maintenant, avec le code syllabus sur nordvpn.com/syllabus, grosse réduction sur le VPN et l'accès à une nouvelle app. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve la prochaine fois. Bye.